Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité. Alain Finkielkraut, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, essayiste et académicien français. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux essais sur la littérature, l'amour, la modernité. Vous avez aussi été souvent à l'origine de controverses et de polémiques autour de ce que vous avez pu dire, écrire sur le nationalisme, la colonisation, le sionisme, la notion d'identité, l'antisémitisme, le racisme, sur le multiculturalisme ou encore sur les failles du système éducatif français. Alors la République d'abord, est-ce que la République telle qu'elle est devenue aujourd'hui correspond à l'idée que vous faisiez de la République quand vous étiez jeune, dans votre jeunesse? Quand j'étais jeune, je ne me faisais aucune idée de la République. J'étais, disons, spontanément de gauche. Et puis en Voire d'extrême 68, gauche. Voire d'extrême et gauche. puis en 68, j'ai participé avec enthousiasme aux événements. Dans les années qui ont suivi, j'ai même été gauchiste et je raisonnais en termes de lutte de classe. Et donc la République n'avait pas de place dans ma réflexion. Peu à peu, mes yeux se sont dessinés, notamment sous l'influence des penseurs d'Europe centrale. J'ai vu ce qu'il en était du totalitarisme et j'ai compris ce qu'avait aussi de précieux l'héritage républicain. L'héritage républicain, les valeurs de la République, quelque part. Oui, j'aime pas Ce beaucoup. qu'on appelle les valeurs de la République. J'aime pas beaucoup le mot valeur parce qu'il est très démonétisé aujourd'hui. Oui, les principes républicains et surtout l'école républicaine. On va en parler justement. Pour moi, la République, c'est avant tout l'école. C'est Jules Ferry disant qu'il faut faire de tous les enfants des héritiers. Pour Partager l'héritage de la culture, partager l'héritage historique de la France et remplacer comme critère de distinction la naissance par le mérite. Alors, je crois que c'est cette idée-là de la République qui est aujourd'hui menacée. Parce que justement, Alain Finkielkraut, vous êtes quelque part un symbole de la méritocratie française, de la méritocratie républicaine. Normalien, écrivain, philosophe, académicien. Est-ce que le problème de la France, l'un de ses problèmes, n'est pas qu'on déteste ses élites, que l'on ne respecte plus les élites, notamment les enseignants? Je ne sais pas. Mais la question qui se pose est aussi de savoir jusqu'à quel point les enseignants se respectent eux-mêmes. Péguy disait de ceux qu'il appelait les hussards noirs de la République qu'ils étaient sveltes, sévères, sanglés. Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui? Tout cela a un peu disparu dans un débraillé généralisé qui, hélas, n'épargne pas une grande partie du personnel enseignant. Péguy disait aussi que l'instituteur, pas simplement le professeur de collège ou de lycée, était le représentant des poètes et des artistes, le représentant de la culture. Quels sont les professeurs qui se vivent encore comme cela? Je m'interroge, car l'enseignement de l'ignorance, pour reprendre l'expression de Jean-Claude Michéa, s'est installé depuis longtemps, et certains professeurs en sont eux-mêmes les produits. Alors, je ne veux pas les accabler parce qu'il y a des professeurs qui exercent leur métier dans des conditions très difficiles et qui sont aujourd'hui l'honneur de la France. Pourquoi sont-ils l'honneur de la France? Parce que la crise la plus grave que nous vivons, c'est la crise de la transmission. C'est à cela que n'importe quel gouvernement devrait s'atteler. Le niveau de l'école s'est absolument effondré. Malheureusement, je n'ai pas le sentiment que les responsables politiques aient pris
ait choisi de prendre ce problème à bras le corps. Alors justement, dans ce contexte que vous décrivez, le choix de Pap Ndiaye comme ministre de l'Éducation, c'est un bon choix ou pas? C'est un choix catastrophique. Pourquoi? D'abord, c'est un désaveu cinglant de Jean-Michel Blanquer, qui n'a peut-être pas réalisé tous les objectifs qu'il s'était fixés, mais qui en tout cas voulait en finir avec 50 ans de réformes ininterrompues pour refonder l'école républicaine, et qui combattait aujourd'hui aussi bien ce qu'on appelle le wokisme que l'islamo-gauchisme, car ces deux idéologies, d'ailleurs apparentées, font des ravages, notamment dans l'université. Or, qu'a déclaré Pap Ndiaye dans ses prises de position récentes, que le vrai problème de l'université, ce n'était pas le wokisme, c'était les groupes paramilitaires fascisants, je ne sais pas où il les a vus, et que l'islamo-gauchisme, c'était un épouvantail, un fantasme créé pour stigmatiser les recherches sérieuses. Mais le wokisme, il l'incarne, Pap Ndiaye, puisque dans son rapport sur la diversité à l'opéra, il a dit que l'opéra européen, c'était le point de vue sublime des mâles européens. Vous ne le sentez pas capable d'évoluer? Si, enfin, on peut... D'abord, non, ce qui me gêne énormément, c'est que sa nomination a provoqué des réactions, elles-mêmes suscitées par ses prises de position récentes. On n'est pas allé exhumer. Certains ont dit on l'a critiqué parce qu'il est noir. Oui, mais justement, on n'a pas été exhumé je ne sais quel poème d'enfance. Ce sont des engagements tout à fait récents. Or, précisément, lui-même a dit, et il a été relayé très complaisamment par Le Monde, par l'Obs et par Libération, la presse bien pensante, qu'on ne supportait pas de voir accéder à un ministère régalien un noir. C'est scandaleux. Peut-être, sur Internet, des choses abominables ont été dites, mais Internet, c'est un espace poubelle. Dans l'espace public, rien de tel n'a été proféré, même pas par les dirigeants du Rassemblement national. J'ajoute que si un porte-parole plus dur et plus tranchant du wokisme avait été nommé à ce poste, comme Pascal Blanchard, Didier Auric Fassin, tous blancs, eh bien, la critique aurait été encore plus vive et l'inquiétude plus profonde. Donc, ce reproche est infondé et même scandaleux. Alors, vous dites, il va peut-être changer. Je n'en suis pas sûr, et j'en suis d'autant moins sûr que il a déjà envoyé une liste de préconisations aux professeurs. Et il a inscrit parmi ses finalités premières la lutte contre les inégalités. On ne saurait être contre, mais il faut réfléchir un peu. C'est au nom de la lutte contre les inégalités qu'on a patiemment détruit l'école. Parce que la lutte contre les inégalités, ça veut dire quoi? Cela veut dire, dans l'esprit des réformateurs, eh bien, supprimer la sélection, faire entrer les élèves les plus faibles dans les classes plus avancées, et ensuite régler le niveau sur leur capacité. Voilà, c'est le premier sens. Cela veut dire aussi, puisque les héritiers sont favorisés, eh bien, on va amaigrir l'héritage jusqu'à l'anéantir. Ainsi, voilà, tout le monde sera sur le même plan. Le résultat, c'est qu'il n'y a plus de classe cultivée en France. Il y a encore une élite, mais cette élite est inculte. Donc, et en outre, la situation est vraiment critique. Et on le voit. Sylvie Germain, c'est une romancière
assez connu en France, un de ces textes a été proposé aux élèves dans une des épreuves du baccalauréat. C'était un texte avec quelques mots qui ne sont pas du langage de la rue, du langage courant. Les élèves ont été décontenancés et certains d'entre eux, furieux, ont harcelé sur la toile, justement, la pauvre Sylvie Germain. Et d'autre part, on a constaté l'illettrisme qui sévissait dans les copies des candidats au bac. Donc c'est le moment de restaurer l'exigence, et il reprend cette vieille ancienne de la lutte contre les inégalités sans comprendre ce en quoi cette soi-disant lutte a contribué à la démolition de l'école, et sans s'interroger justement sur la nécessité de remettre la culture, de remettre l'héritage au cœur de la transmission. C'est comme ça qu'on bâtit l'école du futur ? Ben, l'école du futur, d'abord, je ne vois pas ce que cela veut dire. Il faut renouer avec l'école de la République. L'enseignement républicain. Avec l'école de la République, avec ses fondements, avec l'idée même du maître qui enseigne, se défier de la fascination des nouveaux outils numériques. L'école numérique, et d'autres l'ont dit, est un véritable désastre. Il s'agit avant tout de déconnecter l'école, de déconnecter les élèves, parce que les parents le disent, ils sont trop branchés sur leurs écrans. Voilà ce qu'il faudrait faire. Donc le mot école du futur, je ne vois pas ce qu'il signifie. Alors peut-être un peu plus d'autonomie, mais ce n'est pas le problème. Et j'ajoute qu'Emmanuel Macron, avec la nomination de Pape Ndiaye, a voulu faire un coup politique. Il s'est dit, je vais attirer peut-être des électeurs potentiels de la gauche, voire de l'extrême gauche. Faire un coup alors que la situation de l'école est à ce point critique, ce n'est pas digne. Cela veut dire qu'Emmanuel Macron lui-même n'est pas à la hauteur de la tragédie à laquelle nous sommes confrontés. Puisque vous parlez d'Emmanuel Macron, puisque vous parlez d'un coup de sa part, le fait qu'Emmanuel Macron ne dispose que d'une majorité relative, ça peut être une bonne chose ou ça risque de paralyser son action, de paralyser la France ? Je ne sais pas, les politologues sont mieux armés que moi pour répondre. En tout cas, si Emmanuel Macron a obtenu une majorité relative et non absolue, comme il pouvait l'escompter après sa réélection, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il a accumulé les mauvais choix. Lesquels ? Par exemple, en dehors de Pape Ndiaye, la nomination de Pape Ndiaye, sans s'occuper, mais surtout la gestion calamiteuse des événements du Stade de France. D'ailleurs, vous avez voté Macron ? Comment ? Vous avez voté Macron à l'élection présidentielle ? Mais ça ne vous regarde pas. Mais je vous posais la question au cas où. Mais ça ne vous regarde pas. Ça ne me regarde pas, donc on ne sait pas. Vous qui avez dit que c'est l'identité malheureuse qui a mis le feu aux poudres, puisque vous parlez du Stade de France, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai dit que quoi ? L'identité malheureuse avait mis le feu aux poudres. Vous avez dit ça il y a quelques années. On paye toujours les conséquences de cela ? J'ai dit que l'identité malheureuse avait mis le feu aux poudres ? Oui, j'ai retrouvé ça dans l'une de vos déclarations. Mon livre avait mis le feu aux poudres ? Non, l'identité, pas votre livre. Le concept d'identité malheureuse. Non, ce que je pense, c'est qu'en effet, il y a en France une très forte angoisse existentielle. Les Français s'interrogent sur l'avenir même de leur nation, sur sa continuité historique. Et cette interrogation est méprisée par toute une partie de la classe médiatico-politique. On parle à son propos de France et de France moisie. On dit que c'est la vieille extrême droite qui renaît de ses cendres. Je trouve cela très grave, car c'est tous les partis politiques qui devrait prendre en charge une angoisse existentielle due notamment au changement démographique de notre pays. Et tant qu'on dressera
un cordon sanitaire autour de cette réalité, en disant que ça, c'est le Rassemblement national, ça fait le jeu du Rassemblement national, eh bien, on s'obstinera dans le déni, et d'ailleurs, on favorisera le Rassemblement national, puisqu'il apparaîtra comme le seul parti à regarder la réalité en face. Si l'on veut effectivement combattre le Rassemblement national, alors il faut cesser de dénier une réalité pourtant évidente. Alors, vous concernant Alain Finkielkraut, on entend souvent dire, vous entendez dire que vous êtes l'idiot utile de l'extrême droite. Quand vous entendez ça... L'idiot utile de l'extrême droite. Ouais. J'en ai rien à foutre quand on parle de moi comme cela. Ouais. Je pense que les idiots utiles de l'extrême droite, ce sont les journalistes du Monde et de Libération, voire de l'Obs, qui s'obstinent dans le déni et qui donc lui ouvrent un boulevard. Ce sont en apparence les ennemis déclarés de Marine Le Pen, ce sont en fait ses meilleurs alliés. Pour ma part, je le dis très clairement, le Rassemblement national, ce n'est plus la bête immonde, ce n'est plus la peste brune. Or, un certain nombre de gens s'en tiennent à ce manifeste de la vigilance publié en juillet 92 ou 93 par Le Monde, écrit signé par des écrivains, des historiens, des intellectuels prestigieux. Cet appel à la vigilance avait été imaginé par le poète Yves Bonnefoy et l'historien Maurice Hollander, et il soulignait l'impossibilité d'oublier que les propos de l'extrême droite ne sont pas simplement des idées parmi d'autres, mais des incitations à l'exclusion, à la violence, au crime. C'est en vertu de cette vigilance inchangée que Le Monde s'est inquiété récemment de la notabilisation de l'extrême droite à l'Assemblée nationale. Comme s'il fallait, comme si Le Monde s'alignait et demandait à tous les députés de s'aligner sur le geste du député, représentant de la France insoumise, Louis Boyard, qui avait refusé de serrer la main d'un élu du Rassemblement. Ça veut dire, d'ailleurs, vous, Alain Finkielkraut, vous pouvez serrer la main à Marine Le Pen. Évidemment, c'est pas le problème. Je veux dire, si je la rencontre, je lui serrerai la main. Et à l'Assemblée nationale, vous pouvez dialoguer avec elle. Mais si elle me le demande, je dialoguerai avec elle. Vous pourriez faire une émission avec elle. Et figurez-vous que je peux même dialoguer avec Éric Zemmour. Voilà. Mais en revanche, laissez-moi aller jusqu'au bout de ma pensée, s'il vous plaît. En revanche, j'aurai de plus en plus de mal, parce que je suis juif et parce que je pense au passé, à dialoguer avec la France insoumise. Parce que cette vigilance, elle nous dit ces incitations à l'exclusion, à la violence, au crime, mais cette vigilance ne dit rien sur la complaisance de la France insoumise envers le nouvel antisémitisme. Parce que le changement de la France, c'est aussi cela. C'est un antisémitisme d'importation, ancré maintenant dans les quartiers dits populaires, dans cette nouvelle France décrite par Jean-Luc Mélenchon, et cette nouvelle France qu'il appelle à lui pour accéder au pouvoir. Et puisque il veut courtiser cette nouvelle France, alors il va jusqu'à accepter l'antisémitisme dont elle est porteuse. Il va jusqu'à dire que les attentats commis par Mohamed Merah auront eu pour principal effet de stigmatiser la communauté musulmane. Et Daniel Simonet, on va en parler. ainsi que Daniel Obono reçoivent Jérémy Corbyn, leader travailliste mis au banc de son parti, avec les honneurs entre les deux tours. Et que disait... Mais on va en parler. Je voulais vous poser quelques questions. Parce que je voulais vous poser deux questions. Et après, on revient en détail sur la France insoumise, sur Jean-Luc Mélenchon, sur Émeric Caron, sur tout cela. Une question quand même, puisque vous avez parlé de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Qui est le plus dangereux aujourd'hui ? C'est Mélenchon ou c'est Le Pen ? Qui est quoi ? Le plus dangereux aujourd'hui ?
le plus toxique, je ne parle pas par Le nom danger. propre, Ouais. le plus toxique, c'est la France insoumise. Je n'ai pas de complaisance envers le Rassemblement national. Ça n'a rien à voir, je le répète, avec la bête immonde. Nous ne sommes plus au temps où l'on pouvait trouver des brochures ou des livres de l'ancien nazi Léon Degrelle sur les stands du Front National. Le parti de Marine Le Pen a rompu avec ce passé collaborationniste. Il n'en reste pas moins que on ne doit pas baisser la garde. Une nouvelle extrême droite apparaît, et je l'ai vu très fortement exprimé à la télévision l'autre jour par Thierry Mariani à propos du conflit en Ukraine, conflit dont il rejetait la responsabilité sur les Ukrainiens pour non-respect des accords de Minsk, et ce tropisme pro-russe s'alliait chez lui avec un anti-américanisme forcené parce que, disait-il, ce sont les principaux bénéficiaires, les Américains, de cette guerre, ils s'en mettent plein les poches en vendant des armes. Cette conjugaison me paraît absolument effrayante. Je n'ai pas aimé non plus l'attitude du Rassemblement national pendant l'épisode du Covid. Ce n'était pas une attitude responsable. C'était dénoncer la politique, les masques, etc., au nom des libertés individuelles. Ça n'avait rien d'une nostalgie de la dictature. Pour autant, je ne crois pas qu'on puisse, je vous le répète, je n'ai pas de complaisance envers ce parti, mais si l'on veut être vigilant et combattre le nouvel antisémitisme, c'est du côté de la France insoumise qu'il faut regarder. Justement, la France insoumise, l'émergence d'une gauche radicale autour de la NUPES et sous la domination de la France insoumise. Cette nouvelle identité de gauche, qu'est-ce que vous en pensez? Cette nouvelle identité de gauche, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez pour poursuivre? J'essayais de vous le dire tout à l'heure. Pour poursuivre ce que je vous disais à l'instant. Simplement, je regrette précisément que cette union de la gauche, à la différence des précédents fronts populaires, se soit faite sous la direction et même l'hégémonie de la gauche radicale. Le programme économique de la France insoumise est proprement délirant et déboucherait sur l'évasion fiscale, les délocalisations, et donc se retournerait contre ses bénéficiaires apparents. Contre les classes populaires. Oui, et contre la classe ouvrière notamment, parce qu'il y aurait aussi des mises au chômage, des fermetures d'entreprises, etc. Mais la radicalité de la France insoumise est aussi d'un autre ordre. Ce n'est pas une radicalité simplement anticapitaliste, c'est une radicalité communautariste. Qu'est-ce que vous entendez par là? Jean-Luc Mélenchon l'a dit dans un discours à Épinay. Il a dit la jeunesse des quartiers, c'est la nouvelle France. Il dit c'est en 2017 à Épinay, les jeunes des quartiers, c'est le nouveau peuple. Et sur ce nouveau peuple, sur cette nouvelle France qu'il a voulu, c'est sur ce nouveau peuple, cette nouvelle France qu'il a voulu s'appuyer pour tout changer. Cette nouvelle France, il veut l'attirer à lui, et pour ce faire, il l'accepte, il la prend comme elle est. Après tout, il faut, je n'aime pas ce terme de Nouvelle France, mais effectivement, il faut pouvoir intégrer ces quartiers dits pudiquement populaires dans la République. Donc il faut parler aux habitants, mais leur tenir à un langage d'exigence et de vérité. Alors que la langue parlée par la France insoumise, c'est celle de la démagogie. Quand l'islamisme fait des ravages, il manifeste contre l'islamophobie. Quand le nouvel antisémitisme s'installe dans les banlieues et force les élèves juifs à changer d'établissement, il n'en dit mot, il lui fait même des clins d'œil appuyés. Et donc, quand, je vais pouvoir le dire quand même, quand Jérémy Corbyn vient en France, il est accueilli triomphalement par Daniel Bono et Daniel Simonet. Or, voici un propos parmi d'autres de l'ancien chef travailliste anglais. Les sionistes britanniques qui ont vécu dans ce pays depuis longtemps
probablement toute leur vie, ne comprennent pas l'ironie anglaise. Voilà comment s'exprime Jérémie Corbyn. Les sionistes comprendre les juifs. Hein, là, c'est clair. voilà. Oui, c'est clair. Mais de toute façon, l'antisionisme aussi joue un rôle dans cette conversion d'une partie de l'extrême gauche, parce que nous vivons aujourd'hui à l'heure des minorités avec le wokisme. Et curieusement, les juifs n'ont pas leur place dans la galaxie des identités victimaires. Et pourquoi ? Parce que il y a Israël. Et Israël a fait basculer les Juifs dans le mauvais camp, le camp des dominants, le camp des Blancs. Ce sont même, du fait d'Israël, État considéré comme oppresseur, colonisateur et même raciste, ce sont des super Blancs. Et cela justifie l'hostilité anti-juive, puisque précisément, ça permet à ceux qui la vivent, à ceux qui l'expriment, à ceux qui la ressentent, de parler la langue immaculée de l'antiracisme. Voilà où nous en sommes, alors qu'on arrête de se polariser sur je ne sais quelle France ou France moisie. C'est une nouvelle France et ses alliés politiques qui fait des ravages aujourd'hui. Et c'est peut-être encore pire dans les universités américaines. Non, je ne sais pas si c'est pire. Non, ça vient de là, en tout cas. Non, ça ne vient pas seulement de là. Ça vient aussi du fait que, comme le dit Georges Bensoussan, dans les territoires perdus de la République, l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un code culturel. Territoire conquis par l'islamisme, dit Bernard Rougier, l'islamologue. Mais dans cet islamisme, il y a une part importante, une composante importante qui est l'antisémitisme. Et ça ne vient pas d'Amérique. Vous dites aussi territoire conquis par l'islamisme. Oui, c'est ça. C'est ce que dit Bernard Rougier. Moi, je l'écoute. Vous l'écoutez, Jean-Luc Mélenchon. Il dit il y a dans ce pays une haine des musulmans déguisée en laïcité. En laïcité, Mélenchon. Mais c'est très intéressant. Ouais. Ça, c'est tout à fait fascinant. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon est à l'origine un laïc. Jean-Luc Mélenchon a prononcé un émouvant éloge funèbre de Charb. Charb, le dessinateur de Charlie, assassiné par les frères Kouachi. Charles qui avait écrit un livre, une brochure intitulée « Lettres ouvertes aux escrocs de l'islamophobie ». Et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, pour des raisons de calcul électoral, se retourne contre Charb, renie, répudie son propre passé laïque et républicain et définit la laïcité intransigeante, la laïcité de toujours, comme une offensive anti-musulmane. C'est à pleurer. C'est à pleurer. Et Éric Coquerel, le député insoumis, le nouveau président de la Commission des finances, Éric Coquerel, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? C'était le 19 octobre 2020. Sur Sud Radio, il compare la situation des musulmans dans la France d'aujourd'hui à celle des juifs pendant la période hitlérienne. Qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, il n'est pas le seul. C'est devenu un topos, un lieu commun. Mais lui, aujourd'hui, de la pensée, disons, d'extrême gauche. C'est tout le propos d'Edoui Plenel, le très puissant fondateur et directeur de Mediapart, dans son livre « Pour les musulmans ». C'est l'idée défendue par Enzo Traverso, mais aussi par un sociologue important d'aujourd'hui, celui qu'on perçoit un peu comme le successeur de Pierre Bourdieu, Luc Boltanski, dans un petit livre écrit avec Arnaud Esquer, ou Esquer, je ne connais pas bien la prononciation. Il dit une chose du même ordre, il va même plus loin, parce qu'il dénonce la présence de thèmes traditionnalistes et nationalistes issus de la rhétorique de l'Action française dans la bouche d'intellectuels et d'éditorialistes, qui auraient autrefois été dénoncés par la même Action française en tant que juifs. Il pense à vous. Donc c'est moi. Il pense à vous. Oui. C'est moi et d'autres. Je suis tout prêt à partager ce laurier. Mais voilà. Donc non seulement
les musulmans sont les nouveaux juifs, mais les juifs sont les nouveaux antisémites, sont les nouveaux maurassiens. Ouais. Les juifs sont les nouveaux maurassiens. Voilà ce qu'on dit. Donc, à partir du moment où on fait cette analogie, eh bien, on n'est plus en mesure de voir ni de dénoncer l'antisémitisme islamiste, puisque on est prisonnier de cette équation. Et donc, on vit dans le déni viscéral et violent. Coquerel toujours. Puisqu'il occupe aujourd'hui un poste stratégique à l'Assemblée nationale, président de la Commission des finances. C'est aussi un militant actif en faveur de la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui a été condamné à la prison à vie en 1987 pour complicité dans les assassinats de 2 diplomates, l'Américain Charles Robert Ray et l'Israélien Yaakov Bar Simontov. Qu'est-ce que vous inspire ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Et notamment, qu'est-ce que ça vous inspire en sachant justement que Coquerel occupe le poste de président de la Commission des finances ? Mais écoutez, cela m'inspire bien sûr un sentiment de révolte, parce que c'est avec Éric Coquerel, Jean-Luc Mélenchon, Daniel Obono, Daniel Simonet et d'autres que cette complaisance envers le terrorisme, envers l'islamisme, envers aussi l'antisémitisme d'importation, fait son entrée dans l'enceinte de la République, dans l'Assemblée nationale. Donc une parenthèse se ferme. Et ça veut dire quoi, une parenthèse se ferme ? Une parenthèse, on pensait, si vous voulez, qu'on en avait fini avec ce genre de discours après la Deuxième Guerre mondiale. L'antisémitisme, notamment, apparaissait comme totalement déconsidéré. Alors peut-être pouvait-il subsister ici ou là. Il y a des îlots de l'antisémitisme traditionnel. Rivarol, mais par exemple, qui est obsessionnellement judéophobe. Mais vous voyez bien que même l'extrême droite a rompu avec Rivarol. Et on se disait, c'est terminé, c'est terminé. Mais quelque chose revient, évidemment, sous un nouveau visage, et j'en suis très inquiet, mais vous avez raison d'insister sur les propos publics d'Éric Coquerel, et moi, sur les comportements, les agissements, et les discours de Mélenchon, de Simonet, d'Obono. Et il y a aussi Émeric Caron, vous vous souvenez ? Émeric Caron. Face à Alexandre Arcadi. Ben, je me souviens très bien de ce qu'a dit Émeric Caron, qui est une des prises de guerre de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, qui a fait une entrée triomphale au Palais Bourbon, et qu'il y a quelques années... 2014, je vais citer... On n'est pas couché, où il était chroniqueur, s'en est pris vivement au cinéaste Alexandre Arcadi, qui venait parler de son film 24 heures sur les derniers moments d'Ilan Halimi, et Émeric Caron a stigmatisé son indifférence envers les assassinats des enfants palestiniens par Tsahal. Une scène coupée à la demande d'Alexandre Arcadi, il avait dit, c'était en 2014, si on interrogeait Mera, il dirait qu'il a tué des enfants juifs parce que l'armée israélienne tue des enfants palestiniens. Oui, non, mais il y a dans une scène qui n'était pas... Le film passe sous silence les actes islamophobes qui ont bien plus augmenté que les actes antisémites. Oui, mais il dit, je crois, dans la séquence que j'ai vue, il parle aussi des assassinats des enfants palestiniens, et ça n'a pas été coupé. Bon, toujours est-il qu'il n'est jamais revenu sur ce genre de déclaration, mais je suis content que l'on parle de cela, que l'on parle des propos publics, parce que vous savez que Éric Coquerel est au cœur d'une affaire dite de meurtre. Qu'est-ce que ça vous inspire d'ailleurs ? Eh bien, écoutez, puisqu'il est défendu par Mélenchon et par ses camarades, entre guillemets, de LFI. Moi, je suis effaré par la tournure que prend le mouvement MeToo. C'est-à-dire ? Le féminisme était une... comment dire, le premier féminisme
c'était un immense progrès de civilisation. Les femmes accédaient à des postes qui leur étaient que l'ordre patriarcal leur interdisait d'occuper. C'était une émancipation générale des femmes. Donc au début le des années 70. féminisme d'aujourd'hui, le nouveau féminisme, c'est un processus de décivilisation. C'est-à-dire? Il s'agit d'en revenir sur les conquêtes fondamentales du droit, et notamment la présomption d'innocence. J'ai entendu Sandra Rigol, une des figures de l'écologie, Devenue députée, dire que, certes, on devait respecter la présomption d'innocence des prévenus, mais aussi la présomption d'innocence des victimes. Ce terme est débile. Ça n'a strictement aucun sens. Et c'est très dangereux. Mais parce que ce que veulent les néo-féminismes, c'est d'un monde où l'accusation vaut condamnation. où la justice n'existe plus. Plus de contradictoire, une justice justicière qui s'exerce en dehors des prétoires, mais préférentiellement dans les studios de Mediapart. Et voilà. Et donc, il faudrait pouvoir condamner Damien Abad, qui a dû notamment quitter son poste avant la mise en examen, ce qui n'était jamais arrivé, et dont on peut penser qu'il est au moins un violeur improbable. C'est ce que disait d'ailleurs très clairement son aide-soignante. Damien Abad, cela se voit à l'œil nu, n'a pas besoin seulement du consentement de sa partenaire quand il veut faire l'amour, mais de son aide. Il peut pas s'habiller, il peut pas se déshabiller tout seul. Bon, nous verrons. Et pourquoi vous parlez de Coquerel alors? Nous verrons la justice, la justice tranchant. Mais pour Coquerel, alors évidemment, c'est crétin. Enfin, je veux pas dire ça. J'enlève le mot crétin. Ces idéologues de la France insoumise sont pris à leur propre piège. Donc ils le défendent. Hein. Et ils le défendent, alors même qu'ils étaient les plus fervents soutiens de MeToo. Et alors? Et ils le défendent, mais évidemment qu'il est défendable. Évidemment. Ils ne devraient pas, eux, en même temps, se déchaîner contre Damien Abad. Évidemment, il est défendable. Et moi, j'ai entendu sa soi-disant victime expliquer qu'elle avait été l'objet de harcèlement alors qu'ils avaient dansé ensemble. Il avait, dit-elle, un regard glauque. Je voudrais bien savoir, pénalement, moralement, intellectuellement, ce que c'est qu'un regard glauque. Ça veut dire que vous défendez à la fois Coquerel et Abad. Je ne défends pas Coquerel. Je dis que cette situation est grotesque. Et cette idée que, en dansant, il lui a pris la main, quand vous dansez de rock, vous prenez la main. Voilà. Moi, je ne vois pas comment vous pouvez danser de rock, la main croisée dans le dos. Et puis, peut-être a-t-il eu un moment une main baladeuse, quelques propos insistants, mais là encore, c'est la folie de ce néo-féminisme. On a créé un syntagme, violence sexuelle et violence sexiste et violence sexuelle. Cela introduit un continuum entre le regard appuyé, la blague salace et la pénétration forcée. C'est terrifiant. Il faut sortir de là, sortir de ce chantage, sortir de cette intimidation. Et nombre de femmes libérées ou en voie de libération le réclament. Je reviens sur LFI par rapport à ce que vous disiez précédemment. Est-ce bien vous comprendre que de considérer que LFI est devenu le déversoir de la haine antisémite, peut-être sous couvert d'antisionisme? LFI, en tout cas... Ouais, les filles, j'aime pas utiliser les abréviations. La France insoumise est une terre d'asile pour ce nouvel antisémitisme. Encore une fois, je ne pense pas qu'Alexis Corbière, Éric Coquerel, Jean-Luc Mélenchon soient eux-mêmes antisémites. Mais ils calculent, ils cherchent leur électorat. Et c'est là que les Juifs voient apparaître leur faiblesse. Ils sont 600 ou 700 000. Les musulmans sont 10 fois plus. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Tous les musulmans ne véhiculent pas
cette idéologie mortifère. Reste qu'elle est très présente dans ces territoires et que, au lieu de la combattre, les militants et les dirigeants de la France insoumise la flattent, et c'est pour eux tout bénéfice, car la France insoumise a fait carton plein en Seine-Saint-Denis. Vous voyez, donc il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Mais je le répète, il faut combattre la France insoumise, non pas pour les comportements privés de ses dirigeants, mais pour leur discours public. Alexis Corbière disait, on s'en prend, on invente des choses infâmes parce qu'on voudrait montrer que derrière nos belles paroles, nous ne sommes pas des gens bien. Il n'y a pas de belles paroles de la France insoumise. Il y a des paroles hideuses. On continue. On continue. Un peu d'histoire peut-être. Votre père, maroquinier, juif polonais, a été déporté à Auschwitz par le convoi 5 du 28 juin 1942. Il y a tout juste 80 ans. Tout juste 80 ans. Il en est revenu, votre père. Il avait dû dire, comme beaucoup de ces juifs, comme tous ces juifs ashkénazes polonais qui ont choisi la France il y a maintenant un siècle, heureux comme Dieu en France. Comprendre heureux comme un juif en France. Est-ce qu'il pourrait le dire aujourd'hui ? De toute façon, il ne le disait plus après son retour. Mais il l'avait dit en 1920, dans les années 20. Peut-être, dans la fin des années 20, ouais. Il a émigré en France et bien entendu, il a quitté la Pologne parce que en Pologne, il ne pouvait plus vivre. Et donc, avec ses parents, il est arrivé en France. Son père a créé un petit atelier de maroquinerie. Et voilà. Et il a été déporté. Il a été même... c'était la rafle du billet vert. Ouais. Il a été raflé, non pas au Veldiv, mais... La rafle du billet vert. Le billet vert. Voilà. Et donc, il a été déporté de Beaune-la-Rolande, comme vous le rappelez, en juin 1942. 28 juin 42. Et il est rentré en France. Il a décidé, en effet, de continuer à vivre dans ce pays, mais effectivement, sa confiance était ébranlée. C'est moi, en fait, qui, sans le savoir, était heureux comme Dieu en France. Je dis bien sans le savoir, parce que je le raconte dans le Juif imaginaire, je me suis vécu moi-même comme une sorte de rescapé. Je me suis pris pour une victime. Et justement, une génération après, vous êtes heureux comme Dieu en France ? Non, mais je l'étais sans le savoir, aujourd'hui, puisque je me racontais des histoires, ouais. J'ai essayé de me démystifier moi-même, et avec moi, ma génération, qui vivait à l'ombre du grand massacre, et puis j'ai constaté, et maintenant, je ne peux plus dire cela. Alors attention, l'heure de la persécution n'est pas revenue. Je ne pourrais pas m'exprimer ainsi. Il n'en reste pas moins que j'ai subi moi-même une agression, une manifestation des Gilets jaunes. J'étais entre la rue Campagne-Première et le boulevard Montparnasse. Certains manifestants m'ont aperçu, se sont convergés vers moi, m'ont abreuvé d'insultes. Alors, c'était pas tout à fait un pogrom, mais heureusement, il y avait un cordon de policiers derrière lesquels j'ai pu m'abriter, et ils m'ont attaqué. Ils m'ont traité de sale sioniste, et l'un d'entre eux, le plus excité, disait « La France, elle est à nous, la France, elle est à nous », en brandissant son kéfier. Donc, nous étions aux antipodes du slogan de la France aux Français. C'était pas la France-France, c'était beaucoup plus le nouveau peuple et la nouvelle France, tant vanté par Jean-Luc Mélenchon. Et donc, oui, quelque chose a changé, puisque cette violence-là trouve des représentants jusque dans la classe politique et dans l'enceinte du Palais Bourbon, sinon des représentants, en tout cas des complices, et puisque ça risque de s'aggraver. Et il y a des... moi, par exemple, je vais vous citer tout simplement Jean-Pierre Aubin. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est un inspecteur de l'éducation nationale, sous la direction duquel il y a eu un célèbre rapport remis en 2004 au ministre de l'Éducation sur les signes et manifestations religieuses à l'école. Le doyen de l'inspection a vu
au moment où ils travaillaient, ils faisaient leur enquête, des professeurs de lycée et de collège. Il leur a demandé, mais pourquoi, comment expliquez-vous que des élèves juifs aient quitté ces établissements dans les quartiers dits sensibles? Réponse des professeurs, parce qu'ils n'étaient plus assez nombreux pour se défendre. Et ça, cet inspecteur a été durablement affecté meurtri. par cela. Eh bien, cet homme n'est pas juif, il est français, d'origine sans doute catholique. Cela veut quand même dire que les juifs ne sont pas seuls face à cet antisémitisme, mais il faut compter avec ça aujourd'hui. Dernière question qui n'a rien à voir avec ce qui précède. Quand on constate les ravages, vous en avez parlé, de cette guerre en Ukraine, de la guerre en Ukraine, de tout ce qui a pu bouleverser le monde depuis le 11 septembre, est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'on peut encore croire en l'homme, Alain Finkielkraut? En l'homme? En l'homme. De toute façon, j'ai pas des croyances aussi vastes, donc je ne sais pas si je crois en l'homme, mais je constate qu'il y a une malédiction impérialiste en Russie. Les ruptures, les convulsions de l'histoire russe ne brisent pas cette continuité impériale. Le communisme, c'était un impérialisme. Et on l'a vu avec l'URSS. L'URSS le tsarisme démantelé. Aussi, pardon. Donc, le tsarisme, d'une certaine manière, se perpétue dans le communisme, et le communisme et le tsarisme dans le poutinisme. Et c'est ça qui fait terriblement peur. Merci en tout cas, Alain Finkielkraut, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.